selon le programme du calendrier grégorien pour que l'on puisse échanger. Vous savez, au terme de ce cycle, Jean Atébi, je te reprendrai tout à l'heure, je sais pas pourquoi tu insistes pour une invitation de Daouda, je sais pas pourquoi tu veux que j'invite Daouda en particulier. Bah, s'il souhaite venir me rendre visite, selon le contexte et le temps que j'aurai, ce sera avec grand plaisir. Alors, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ça va faire bientôt 365 jours selon les réalités de ce que l'on connaît que nous allons boucler ce cycle. J'avais le 31 dernier indiqué que j'allais être focus sur mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. J'avais adressé un message à mes amis de l'AES, pour ceux qui s'en souviennent. Yeah, thank you very much, gringo, pour la moustache et le sombrero. Et puis, écoutez, beaucoup de choses se sont passées, on a subi tout cela. Au terme je vais dire en partie, si je dois faire un mini bilan de ces 365 jours, on peut retenir beaucoup de choses parce que j'ai eu à rencontrer des personnes formidables, j'ai pu, les gens m'ont permis de pouvoir en fait, d'accord, apporter mes analyses, que l'on aime ou que l'on déteste, d'accord, selon mon orientation. Vous verrez qu'il y a certaines personnes, dès que j'arrive quelque part, bon, lui on l'aime pas, lui il a la haine de notre leader et tout, c'est normal, on ne peut pas faire l'unanimité, mais seul l'avenir nous donnera raison. Et puis vous aviez vu ce qui s'est passé, d'autres disent qu'il y a eu élection, d'autres disent non, moi je suis contre le 4e mandat, d'autres vont avec, et puis on a eu le calendrier aujourd'hui, je pense que c'est quand, c'est demain ou après-demain, le 27, c'est demain je pense, ouais c'est demain je crois, demain ou après-demain qu'il y a des législatives en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes, je leur avais dit, ne foutez pas le pied là-dedans. Ils m'ont dit non, il faut qu'on y aille parce que comment on va laisser tout le pouvoir à une seule personne décider. Bon, j'étais mort de rire. Et puis au terme de tout cela, il y a des choses qui se passent. Bon, je vais revenir là-dessus assez rapidement. Nous avions eu, malgré moi-même, parce que je me suis dit, bon, mes frères de l'AES ont beaucoup de gens qui sont doués, mes amis de l'AES ont beaucoup de gens, mes amis, au masculin comme au féminin, ont beaucoup de gens doués qui se donnent jour après jour à vouloir faire une communication là-dessus. Donc ma présence n'est ni nécessaire, et vous allez voir, il y a des gens qui sont 1000 fois et 1 millième de fois plus doués que moi, qui communiquent, qui sont de très bons communicants, donc ma présence n'était pas nécessaire, mais j'étais dans l'obligation de foutre le pied aussi là-dedans. Vous vous en souvenez, vous m'avez vu prendre des prises de parole, et je suis même au terme de ces 365 jours-là, si je ne m'abuse, ou 366 jours, je suis heureux quand même parce que pas mal de choses que dont j'avais fait des analyses sont en train d'arriver sous nos yeux. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que essayez de vous aligner souvent sur des étoiles, façon de parler, et vous verrez que les étoiles ne trichent absolument pas. Bon, on va commencer par, pour ne pas perdre trop de temps, on va commencer par la Côte d'Ivoire et ensuite je vais revenir sur les pays de l'AES. Je vais revenir sur les pays de l'AES, ça sera très intéressant. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dont beaucoup ignorent. Et puis je suis quand même surpris que ce matin, bon, j'ai pas fait les panels depuis ce matin, mais depuis cet après-midi, personne n'en parle. Mais j'ai reçu une vidéo qui me parle. C'est une vidéo en Côte d'Ivoire. Une vidéo en Côte d'Ivoire. Comme on est en plein. Comme on est en plein dans la campagne, je vais parler de cela. D'accord? Oui, Tata Monique, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une très belle et bonne journée. D'accord? Puis on va continuer. J'ai vu aussi l'or dans les parages. L'or se fait rare. Je ne sais pas pourquoi l'or se fait rare. Bon, l'or même se fait rare en tant que minéral. Certainement, elle rime aussi avec la nature initiale de ce minéral. Bon, cela n'est pas venu faire des rimes. Alors, tac, je vous fais écouter quelque chose. Ok, c'est parti. Salut, qui suis-je? J'espère que tu vas bien. Nous sommes précisément à Mans. Nous sommes à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Nous sommes à Mans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la région des 18 montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une campagne et nous avons eu la présence de 2 illustres personnes. Le premier, dans plusieurs mêmes personnes, mais les personnes principales qui m'intéressent, c'est la présence de M. Vagondo, ministre de l'Intérieur, qui vient de cette région également, cette région de l'ouest là, montagneux. Et puis, il y a aussi M. Téné Birahima Ouattara. D'accord, Téné Birahima Ouattara. Et on va écouter quelque chose. Et merci à celui qui m'a envoyé la vidéo, parce que j'ai écouté cette vidéo à 2 h du matin. 2 h du matin. D'accord, on va... Je vous remercie. Merci. 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 Je dirais, n'est-ce pas, monsieur le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence, que j'invite par ailleurs, monsieur le ministre, Mabry Twaqueuse, le 25 octobre, on a fait un coup, et le 25 décembre, on va... Qui est le député de moi le samedi prochain? Qui est le député de moi le samedi prochain? Qui est le député de moi le samedi prochain? Bon, là on écoute Mabry Twaqueuse, tout le monde vous connaissez, Mabry Abdallah Twaqueuse, hein, ministre sous Ouattara, mais qui est issu de la cuisse du général Robert Guéhi. Ils sont originaires de la même région, voilà, ils sont issus du peuple Yakuba. Il a décidé de faire, en fait, d'accord, de faire une... il est avec M. Ouattara, il avait décidé de se retirer, d'être aux côtés de M. Ouattara en 2020. M. Ouattara a récupéré le pouvoir avec un tour de force. Il est revenu, il rentre dans les rangs, il bat campagne, d'accord, pour le RHDP. On va voir, d'accord, ce qu'il en est. Regardez, écoutez très bien. Je vais revenir sur cette affaire par rapport... à M. Sidiki Konaté. Sidiki Konaté. J'ai beaucoup parlé de Sidiki Konaté. C'est un personnage que je ne connaissais pas, qui ne m'intéressait vraiment pas, mais c'est un personnage qui m'intrigue et j'ai pu avoir des informations sur Sidiki Konaté. D'accord? Il est à plusieurs trucs, il est sorti. Écoutez, écoutez très bien. Donc, on a M. Téné Birahima Ouattara qui arrive sous un fond d'Alassane Ouattara. Alors, M. Téné Birahima Ouattara arrive, c'est intéressant. On a eu bien avant Vagondo que je ne vous ai pas fait écouter. M. Téné Birahima même qui est en campagne. C'est-à-dire, lui-même il est en campagne, à Abougo. Il va à Mans pour aller soutenir, d'accord, le monsieur de Mans. Ce n'est même pas... C'est Black Samouraï, ce n'est pas une critique, c'est un fait. C'est de l'analyse. Je ne peux pas passer mon temps à parler du PDCI, en plus je vais parler d'eux, de parler de ceux qui sont allés dans cette aventure. Mais faut pas... Je ne viens pas... Moi, personnellement, j'aime pas... Je ne félicite pas les médiocres. C'est pas une injure, hein. C'est vrai que nous sommes des pays médiocres. Et je vais te montrer, Black Samouraï, tout à l'heure, que nous sommes vraiment des pays médiocres. Si tu es honnête, tu verras qu'on est loin d'être des vrais pays. Si tu es honnête avec toi, après tu n'es pas obligé, Black Samouraï, d'accepter mon point de vue, mais je vais te montrer le pays le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Le pays le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le Nigeria. Je vais te montrer juste quelque chose. C'est pas lourd. Il faut qu'on se mette au travail. La critique, il ne faut pas être réfractaire à la critique, Black Samouraï. C'est un conseil de frère. Tu penses que moi, quand j'allume, c'est vrai, on va dire que là, je fais office de quelqu'un qui est un petit peu un dictateur, parce que je suis le seul à prendre la parole. Est-ce que tu comprends? Mais quand je fais des émissions télé, ou même vous, quand je prends la parole, vous n'êtes pas tous d'accord avec moi. Heureusement que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi. Parce que si vous étiez tous d'accord avec moi, même moi, j'aurais des reproches.
Parce que celui qui est le créateur suprême, celui qu'on appelle le divin, pour certains, il ne fait pas l'unanimité. Hein. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent que non, écoute, le créateur, tu m'as abandonné, pourquoi il y a des gens qui sont dans une meilleure vie que moi? J'aurais bien voulu avoir cette vie. Donc la critique, elle nous fait grandir. Et la critique, il faut la prendre avec beaucoup de philosophie. La critique, on ne vient pas critiquer parce qu'on veut que cette personne-là soit détestée. On critique pour qu'on mette un point d'interrogation. Ma parole, qu'on l'accepte ou pas, doit vous pousser à vous-même aller chercher. Vous-même aller chercher, parce que c'est ce que je m'efforce de faire. Tu vois? Mais là, on est dans un contexte de campagne. On a un candidat qui est à bobo. Le candidat, il va... le candidat, il va à Mans. Mais pourquoi va-t-il à Mans? C'est le parti RHDP qui est au pouvoir. Vous avez toute une équipe, vous avez tout un staff. Mais comment le candidat d'Abobo va se déplacer pour aller prêter main forte à un autre candidat en pleine campagne? Bon, je pense que là, on a fini même en plus les trucs des campagnes, je crois. D'accord? Je ne suis pas sûr. Mais on va écouter. Moi, c'est la quintessence et la profondeur du message. Vous savez que moi, j'aime bien chercher. Et on va revenir sur Konaté Sidiki. Parce qu'il rebondit. Déjà, il est parti en indépendant. Il fait partie, normalement, il faisait partie du RHDP. Je crois qu'il a été... dites-moi, confirmez-moi, hein, parce que j'aurais appris, j'ai pas eu le courrier confirmant d'accord son départ du RHDP. C'est-à-dire qu'on l'a strictement défendu, on a strictement en fait d'accord, ils ont strictement décidé qu'il ne soit plus au sein du RHDP. Pardon, je cherchais mes mots. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Pouvez-vous me confirmer le fait que monsieur Konaté Sidiki n'est plus officiellement militant du RHDP? Pouvez-vous me confirmer cela? Pouvez-vous me confirmer cela? Est-ce que monsieur Konaté Sidiki... Ok, non, merci. Parce que je prends les informations avec des pincettes. Il y est toujours, mais il est en indépendant. Merci. Je vous remercie. Vous voyez, c'est pour cela qu'on ne peut pas tout savoir. Par moment, il faut interchanger et interagir avec vous pour que voilà. Il est toujours RHDP, mais il est en indépendant. C'est cela? Ok. Il est en indépendant. Donc, il se présente contre la candidature officielle d'un candidat RHDP. Et Mans n'est pas n'importe quel bastion. Écoutons ce que le ministre Ténébirima Ouattara nous dit pour prêter main forte au candidat RHDP. Mes salutations Zarathustra, doyen. Merci madame. Merci mes jeunes. Monsieur le ministre d'État, avec porteuse, ministre conseiller, à la présidence de la République, monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur Emmanuel Camondo, monsieur le ministre de l'Emploi, monsieur Kamara Dama, monsieur le ministre Kende, ministre gouverneur du Campouille, madame la candidate aux élections législatives de ma commune, monsieur les députés, monsieur le directeur de campagne des candidats RHDP de Mans, je veux parler de mon jeune frère Aboubakar Fofana. Aboubakar Fofana. Monsieur le député, monsieur le député, sénateur, maire du conseil municipal, conseil régionaux, mesdames et messieurs, tous en vos rangs de qualité, chefs de communauté, de toutes les communautés, de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, je vous salue, chers aînés, je vous salue de vous être mobilisés si nombreux ce matin ici. Je constate qu'il y a beaucoup de femmes. Je voudrais les saluer respectivement. Mesdames, bonjour, merci d'être venus nombreux. Il y a aussi beaucoup de jeunes que je salue. Je voudrais vous remercier tous.
d'avoir fait le déplacement ici ce matin pour venir nous écouter, pour venir écouter la petite personne que je suis, mais qui est porteuse de nouvelles du président de la République. En réalité, je suis ici à un double titre. Au titre de son excellence le président de la République, mais dans le même temps aussi au titre du parti. Les gens semblent oublier, j'ai été le superviseur des élections locales ici à Mans en 2023. À ce titre, je suis venu ici, c'est moi qui ai supervisé les élections de conseils régionaux ici à Mans en 2023. Donc ceci m'autorise à venir ici pour voir comment les choses se passent ici à Mans. Alors, premier point, il y a un truc qui m'intrigue. Vous savez, moi je n'en disconviens pas parce que chacun a sa manière de prendre les législatives. Est-ce que les législatives demandent en fait un saut de l'exécutif? C'est-à-dire, est-ce que si aujourd'hui je suis du RHDP, je donne un exemple, je suis dans une région par exemple qui est la région du Poro, d'accord? La région du Poro, je suis à Korogo, je viens m'exprimer, je viens m'exprimer au nom du président de la République. Est-ce que le président de la République, qui représente l'exécutif, est celui-là qui va être porteur de la voix de celui qui est du parti au pouvoir? C'est une question que je me pose. Elle m'embête parce que souvent, certains analystes ou chroniqueurs, journalistes en Côte d'Ivoire ont tendance à nous dire que les élections législatives, c'est un rendez-vous entre le candidat et sa circonscription. C'est intéressant. C'est-à-dire, vous pouvez être fils de la région, vous pouvez même avoir grandi là-bas, vous portez comme candidat, parce que vous pensez pouvoir porter la voix de cette circonscription-là au sein de l'hémicycle, de l'Assemblée, et vous venez faire part de cela aux populations. Ça, pour ma part, c'est ce qui est normal sur le papier. On va dire en théorie. Mais quand vous avez des ministres, militants du parti au pouvoir, qui vont dans des régions, porter la voix de l'exécutif au sein des populations, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de trafic d'influence? Parce que nous savons malheureusement chez nous en Afrique, les présidents sont considérés comme des demi-dieux. C'est-à-dire que tout doit passer par le président. Est-ce qu'il n'y a pas un abus, au lieu de parler d'accord de ce qui est dans cette région, ce que l'on peut faire dans cette région, et peut-être même dire ce que la personne que l'on vient soutenir est capable de faire? Pourquoi parler du président? Les indépendants et les partis d'opposition aussi pouvaient dire qu'ils ont le sceau de celui qui est au pouvoir. Certes, normalement dans notre loi, le président de la République ne peut pas présider en même temps un parti politique. Ça, c'est dans la constitution ivoirienne. Un président en exercice, dit de la République, ne peut pas présider son parti politique. Donc déjà, le président du RHDP, normalement, ne doit pas être M. Alassane Dramane Ouattara. Mais pire, on utilise, d'accord, on utilise, bien évidemment, le nom et surtout le poste que ce dernier a pour faire, d'accord, du trafic d'influence. Je viendrai, très cher Zaratou, sur la fonction du député tout à l'heure, si tu le permets, pour ne pas que je perde le fil. Ça, c'est une question que je me pose, hein, d'accord? Vous pouvez aussi, bien évidemment, réfléchir avec moi à ce sujet. On y va. Bien entendu, je voudrais prendre l'occasion, plus souvent, je suis candidat à beaucoup d'aller donc dans tous les départements, et je viens ici à moi, et je viens porter la parole du président. Chers parents, chers aînés, chers de communauté, le président de la République m'envoie faire deux messages. Le premier, c'est de vous remercier. En effet, le 25 octobre dernier,
vous l'avez porté à nouveau à la magistrature suprême en lui donnant un score sans appel, 89,79%, 1 pour KO. Et il me demande de venir vous remercier. Grâce à votre appui, grâce à votre soutien, ceci a été possible. Et cela arrange la Côte d'Ivoire. Le ministre Mabri, le ministre Camara, nous qui avons la chance de côtoyer le président au quotidien, pourrons vous dire que nous avons la chance d'avoir Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a respecté depuis maintenant 15 ans. La Côte d'Ivoire se développe depuis 15 ans. La Côte d'Ivoire a son mot à dire sur l'échiquier international. Ah bon? Et ceci grâce à qui? Grâce à Alassane Ouattara. Alors, je peux vous dire que Alassane va vous dire que... Bon, voilà. C'est vraiment un VRP. C'est vraiment un VRP. C'est-à-dire, c'est un vendeur. C'est un vendeur. Pour moi, c'est un VRP. C'est un très bon vendeur, un commercial qui vient, voilà, il vient soutenir quelqu'un. La ville de Mans, c'est-à-dire la ville, le département, d'accord, de la région des 18 montagnes, n'est pas mis en exergue. On ne fait que le plébiscite d'un seul individu. Et la Côte d'Ivoire a respecté. Bon. Je pense que les États-Unis ont décidé de rappeler l'ambassadeur, en fait, américain. Il n'y a pas très longtemps. L'ambassadrice. D'accord, américain. Quel était le point de décision de la Côte d'Ivoire? Avons-nous appliqué un principe de réciprocité? Quand on se fait respecter, la moindre des choses, même si ce n'est pas de réagir de la même manière qu'un État, d'accord, c'est de répondre et de marquer son indignation sur ce genre de décision sans avoir à viser les autorités. Et ceux qui me disent que c'est impossible, ferme s'il te plaît. Ceux qui te disent que c'est impossible, ceux qui disent que c'est impossible, des pays encore, malheureusement, je serai obligé de les citer, tels que les pays de l'AES l'ont encore fait. On avait vu des décisions en ce qui concerne l'augmentation du visa pour les ressortissants de ces pays-là. Et même la Zambie à l'époque. Donc des pays africains peuvent réagir. Quand on se fait respecter, il ne faut pas se faire respecter seulement parce qu'on arrête des Ivoiriens, ou parce qu'on fait ci, ou parce qu'on fait cela. D'accord? Il faut aussi répondre d'une certaine manière en termes de... Je vais venir, hein, c'est des exemples que je vous pose. Je vois des gens qui disent que c'était un remplacement. Je ne sais pas qui est le nouvel ambassadeur. Vous pouvez me marquer le nom du nouvel ambassadeur? Et je sais pourquoi j'ai donné cet exemple. Donc, nos populations ont besoin, quand on vient peut-être pour prêter main forte à un individu, qu'on entende les besoins et ce qui a déjà été fait. Ce qui est encore grave, c'est qu'on viendra nous dire ici qu'avec M. Alassane Ouattara, le nouveau choix qui est M. Fofana, en janvier, d'accord, elle sera remplacée en janvier, avec une décision, est-ce que la Côte d'Ivoire a été avisée bien avant, ou bien la Côte d'Ivoire l'a appris comme un communiqué sur l'ensemble des pays? D'accord? Il faut faire attention. Je dis bien que quand un ambassadeur part dans un pays, il doit d'abord donner sa lettre de créance, mais d'abord même l'État qui envoie cet ambassadeur doit informer. On n'informe pas dans un communiqué où on met une liste de pays. Il faut respecter quand même les États. Normalement. Bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais je dis bien, le bilan, parce que le RHDP... Bon, je te donnerai un exemple pour revenir. On ne va pas se perdre parce que... Je dis, le bilan de la ville de Mans. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'état de la ville de Mans? Quel est l'état de la ville de Mans? Est-ce qu'aujourd'hui Mans est une circonscription qui sent le développement? Est-ce que les Manois peuvent dire qu'aujourd'hui, cette ville, dans son temps qui était reconnue pour son charme naturel, est-ce qu'aujourd'hui cette ville... Bon d'accord, le bilan est désastreux, mais c'est un bilan du RHDP. Je dis sur l'aspect législatif, parce que nous sommes dans les élections législatives. Je ne sais pas qui est le maire de Mans, s'il est aussi du RHDP, mais sur l'aspect législatif, quelles sont les grandes propositions qui ont été faites? Parce que M. Sidiki Konaté était député pour la ville de Mans. Aujourd'hui, ah, c'est une poubelle géante. Ok, d'accord, c'est parfait. C'est parfait. Et c'est là que nous allons venir. Parce que quand M. Téné Birima Ouattara dit,
le président vous remercie et autres, oui, le président tant, il vient soutenir quelqu'un. Est-ce que le président ignorait la ville de Mans? Est-ce que le président ignorait la ville de Mans et c'est soudainement en 2025 là, d'accord, il y a seulement 2 jours qu'il se souvient de Mans? Nous, le député n'a pas pour rôle de construire une ville, mais de faire des propositions, d'accord, sur l'aspect législatif, qui peuvent réjaillir sur sa circonscription. Sinon, on n'a pas dit, moi j'ai pas dit que le député met du goudron, le député met tant, non. Le député est le représentant, d'accord, de sa circonscription par ceux qui y vivent. Donc, il propose des lois. Je n'ai pas dit que le député est un bâtisseur, loin de là. Comme on l'entend, même M. Téné Birima Ouattara l'a dit, à Bobo. Bon, en Côte d'Ivoire, les députés ont des pouvoirs magiques. Ils peuvent même donner la carte, la CMU gratuite à combien de personnes? Effectivement, ce sont des lois qui contribuent au développement. C'est pour ça que les députés ils partent au sein de l'hémicycle. Représenter le besoin en faisant des propositions de loi. Donc, très cher doyen, je n'ai absolument pas dit que le député, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais revenir à l'issue de mon... de cette analyse-là sur le rôle. Mais comme tu m'as emboîté le pas, donc j'étais obligé de rebondir. Alors, continuons. Ah, zut. Un instant, s'il vous plaît. C'est nouveau. Un instant. Vont venir les chefs de la... Il y a aussi beaucoup de jeunes que je salue. Je voudrais vous remercier tous d'avoir fait le déplacement ici ce matin pour venir nous écouter, pour venir écouter la petite personne que je suis, mais qui est porteuse de nouvelles du président de la République. En réalité, je suis ici à un double titre. Au titre de son excellence le président de la République, en 2023, à ce titre, je suis venu ici, c'est moi qui ai supervisé les élections du conseil régional ici à Mans en 2023. Donc ceci m'autorise à venir ici pour voir comment les choses se passent ici à Mans. Bien entendu, je ne voudrais pas l'occasion, puisque moi je suis candidat à Bobo d'aller donc dans tous les départements, et je viens ici à Mans et je viens porter la parole du président. Chers parents, chers aînés, chefs de communauté, le président de la République m'envoie faire 2 messages. Le premier, c'est de vous remercier. En effet, le 25 octobre dernier, vous l'avez porté à nouveau à la magistrature suprême en lui donnant un score sans appel, 89,79%, un coup KO. Et il me demande de venir vous remercier. Grâce à votre appui, grâce à votre soutien, ceci a été possible. Et cela arrange la Côte d'Ivoire. Le ministre Mabry, le ministre Camara, le ministre Barondo, nous qui avons la chance de côtoyer le président au quotidien, pourrons vous dire que nous avons la chance d'avoir Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a respecté depuis maintenant 15 ans. La Côte d'Ivoire se développe depuis 15 ans. La Côte d'Ivoire a son mot à dire sur l'échiquier international. Et ceci grâce à qui? Grâce à Alassane Ouattara. Alors je voudrais vous dire que Alassane va vous dire que sans vous, lui il n'est rien. Parce que votre soutien est important. Et c'est pour cela que je demande à vous de vous remercier. Mesdames et messieurs, on a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Le pouvoir pour qu'il soit président, mais pour qu'il puisse exercer sa présidence,
il faut qu'il puisse avoir une forte majorité à l'Assemblée nationale. C'est vrai, élire quelqu'un président mais qui n'a pas une majorité à l'Assemblée, c'est comme si vous n'avez rien fait. Parce que c'est à l'Assemblée que les lois sont votées et c'est à l'Assemblée qu'on peut voter des lois qui peuvent faire le développement. C'est pas ici à Mans qu'on dira le contraire parce que quand même, Mans a connu un développement réel en termes d'infrastructure depuis l'arrivée du président à l'Assemblée. Mans a connu, d'accord, un développement réel en termes d'infrastructure. Les Manois, pouvez-vous me confirmer cela? Et ils avaient la majorité, hein. Ils ont toujours eu la majorité depuis 2010, depuis 2011. Ils ont toujours eu la majorité. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce que Mans connaît, la ville de Mans, dans l'Ouest, la ville des 18 montagnes, connaît le développement réel à partir des infrastructures? Non, je veux que vous me dites, sincèrement, peut-être je pose la question, les Manois sont-ils là? Ok. Ne me dites pas que... Ok, ne dites pas que je suis un menteur, hein. Je vous pose la question parce que je préfère que vous vous exprimiez dans les commentaires. Mans connaît le développement réel. Ils ont eu la majorité depuis bientôt 15 ans. Depuis bientôt 15 ans. Ah, vous êtes des Manoises et des Manois. Je vous laisse la parole. Allons-y, on y va. Parce qu'on a l'impression que les gens qui gouvernent sont complètement déconnectés un petit peu de la réalité. Là, personne ne peut dire non, monsieur, non, Mans ne connaît pas le développement. Les gens applaudissent. Donc, je considère que Mans a connu un développement réel depuis qu'ils y sont parce qu'ils ont la majorité. On y va. Vrai ou faux? Mais il reste encore beaucoup à faire. Vrai ou faux? Et les gens répondent, vrai, ça applaudit. Et il revient, il reste encore beaucoup de choses à faire. Satisfait. Et donc, ils vont continuer le développement. On y va. Et nous allons nous y atteler. Alors, le président Ouattara va vous dire que pour les élections législatives à venir, en ce qui concerne la commune de Mans, il a désigné 2 candidats. Venez s'il vous plaît. Albert Flendé, le ministre-gouverneur Albert Flendé. Monsieur le ministre-gouverneur Albert Flendé. Bon, je ne vais pas faire aujourd'hui une émission spéciale sur les personnalités, mais Albert Flendé, on peut en parler. Parce que moi, la première fois que j'ai découvert monsieur Albert Flendé, c'était sous Laurent Gbagbo. Oui, je me rappelle, je n'étais même pas... à l'époque, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'ai entendu ce nom Albert Flendé. Et pourquoi ça m'a marqué? Parce que je crois que monsieur Laurent Gbagbo était le témoin de mariage de monsieur Albert Flendé. Je crois, hein, parce que je crois qu'il a dit ah Flendé et puis il a fait sortir une anecdote. Je crois que Flendé, Gbagbo était le témoin de mariage de Flendé. Bon, on continue. Ah, j'espère que j'ai pas perdu ma page là encore. Voilà. Ouais, c'est bon. Et mon jeune frère Mamadou Bamba dit Momo. Mamadou Bamba et Albert Flendé. Alors, j'ai donné tout à l'heure les raisons. Donc, le ministre-gouverneur et monsieur Mamadou Bamba, qui est son frère ami, d'accord, du ministre de la Défense, candidat à Bobo. Et dès qu'il les interpelle, les deux viennent à côté. C'est comme si monsieur Téné Birahima Ouattara va venir en quelque sorte anoblir, donner une légitimité à ces personnes. Je ne connais pas le poste même de Téné Birahima Ouattara au sein du RHDP, mais ce monsieur a pris une telle envergure, on aurait dit qu'aujourd'hui, c'est celui-là qui est vraiment le successeur. Rappelez-vous dans mes différentes chroniques et émissions, quand je disais que Téné Birahima Ouattara a été préparé dans l'ombre. Et j'ai donné des éléments. Les gens nous ont dit, oh là là là, une sang avec ces théories. Mais c'est en train de se confirmer. Téné Birahima Ouattara est la voix de Ouattara aujourd'hui. Parce que il n'est même pas originaire de la région. Il n'est même pas il est du Tchologo, normalement. Lui, il est du Tchologo. Ceux qui sont de cette région-là, Touakeus, qui a son poste de ministre conseiller, Flendé, qui a lui-même un poste de ministre-gouverneur, Vagondo, qui est de cette région. C'est-à-dire, ces personnes-là, en fait, même normalement, c'est eux qui devaient être mis en exergue. Mais c'est Téné Birahima Ouattara qui vient porter la voix d'Alassane Ouattara, qui lui-même est candidat à Bobo. Quand vous regardez cela, vous voyez,
Regardez seulement, et j'espère que mes analyses, je les ferai ressortir pour plus tard. Je vais revenir aussi sur une analyse concernant les législatives. Et je suis en train de boire du petit lait, parce que je sais déjà le scénario, ce qui va se passer dans quelques heures. Normalement, vous allez voir ce qui va se passer. Et j'espère que les gens avec lesquels j'échangeais ici, qui me prenaient en fait pour, je sais pas, d'autres dizaines d'anarchistes et autres, je vais rigoler. La dernière émission télévisée que j'ai eu à faire, on échangeait sur tout. C'est-à-dire on échangeait sur la campagne. Et puis à un moment, j'ai arrêté les gens, j'ai dit, mais c'est quand même fou, la magie des législatives. En Côte d'Ivoire, on a une particularité. Au présidentiel, vous allez voir que les partis d'opposition et le parti au pouvoir sont diamétralement opposés. Sur des éléments centraux, la commission électorale indépendante, la posture même que la justice ou même le Conseil constitutionnel peut adopter, sous l'élimination de certaines personnes, les conditions de vote, la liste électorale qui est problématique, et puis quand on arrive aux législatives, on tourne la page, comme ce que M. Blessy, lui-même qui est candidat aussi, je crois, à Bangolo, si je ne m'abuse pas, disait en face de M. Adama Bictogo, quelques mois, même pas quelques mois, quelques semaines, après les présidentielles, ce qui est passé est passé. Les Ivoiriens ont une facilité, une capacité à être amnésiques, je sais pas, c'est fou. Les Ivoiriens ont une capacité à être amnésique, c'est-à-dire un événement peut même choquer 3 à 4 semaines, l'Ivoirien oublie complètement, comme si on a mis une machine à enlever tout dans sa tête. J'ai reposé la question, j'ai dit, mais comment se fait-il que aujourd'hui, on n'émet aucune réserve sur cette commission électorale indépendante? Et je me rappelle sur le plateau, mon grand frère et doyen, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Jean-Paul Leroy a dit, ne reviens pas avec ta même rengaine. Cette rengaine va être ressortie. Cette rengaine, en ce qui concerne la CEI, va être ressortie. Et c'est déjà le cas à Yamoussoukro, pour le PDCI RDA, qui a tiré sur la sonnette d'alarme, et à Béoumi, où ils ont tiré sur la sonnette d'alarme. Et d'autres personnes même, je pense que le candidat indépendant, M. Assalé Timoko, au niveau des Tia Salé, parlait d'un fonctionnement assez étrange. D'accord? Assez étrange. Vous voyez que les choses reviennent à la surface. Je pense que, à même Porbo aussi avec Emou, moi je suis en train de rigoler. Parce que quand je le disais, je tirais sur la sonnette d'alarme, les gens me disaient, oh non, 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 tu aimes toujours revenir sur le passé, tu aimes toujours revenir sur ton... Je dis, mais non, un problème qui n'a pas été résolu à la racine, vous utilisez ce même mal-là qui a créé des tensions pour aller encore dans un autre, d'accord, un autre test. Mais vous allez mordre la poussière. Et je dis que ce pouvoir RHDP, qui attend renouvellement, hein. Vous voyez aujourd'hui que Téné Birima Ouattara est vraiment mis en avant. Il est mis en avant. Le cycle du RHDP, c'est 2015. Une alliance avec le PDCI RDA, dont on ne voyait pas forcément les têtes de proue. Quand même, quelques personnes sortaient la tête. Je vais parler d'Ahmed Bakayoko et autres. 2020, c'était le moment de gloire d'Ahmed Bakayoko. Bon, on a eu même 2020, 2019. On a eu Amadou Gon Koulibaly qui est parti. Ahmed Bakayoko est venu, il est parti. Et 2025, celui qui est mis en avant, aujourd'hui, c'est Téné Birima Ouattara au détriment de Bictogo. Ils sont en train de renouveler complètement parce qu'on a le cycle naturel. Ouattara, il y a l'âge. Ouattara, que l'on veuille ou pas, Ouattara, il est fatigué. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de mettre des pions. Pour mettre ces pions-là, vous verrez que les législatives doivent être pour eux quelque chose de soviétique. Ils vont taper où il faut taper pour avoir une grosse majorité. Resserrer les rangs, aspirer quelques indépendants qui vont revenir avec eux, du sang neuf, des jeunes qui vont partir, qui vont avoir des victoires. Ces jeunes-là vont avoir des victoires. Mais si vous observez le profil de ces jeunes, ce sont des jeunes qui ne sont pas très critiques à l'égard du RHDP, qui ne sont même pas très critiques à l'égard des actions gouvernementales. Ce sont des jeunes qui font la politique comme on aime faire la politique à Abidjan. Abidjan, si tu veux faire la politique, tu veux évoluer, tu as un profil de carrière, tu es compétent, regarde la politique, critique un peu, mais ne sois pas assez fort. Et ces gens-là, d'accord, vont accompagner. C'est cette forme d'opposition que le RHDP aime, et ça va se passer sous nos yeux. Malheureusement, en ce qui concerne les détails de ce qui concerne les élections législatives, on ne pourra pas aller au fin fond parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qu'on n'aime pas. En Côte d'Ivoire, on n'aime pas le contrôle strict. En Côte d'Ivoire, on n'aime pas avoir les détails du contrôle. Malheureusement, des gens seront élus. D'autres diront que non, ces personnes sont mal élues. Mais que voulez-vous? C'est ce que je voulais éviter. C'est ce que je voulais éviter, mesdames et messieurs. Mais bon, les gens ne m'ont pas compris. Parce qu'apparemment, quand on est à 6000 km et quand on critique, on est mal placé pour critiquer. Donc, allons-y et écoutons ce qu'il va dire. Tout à l'heure, les raisons de ma venue ici à Mans,
D'aucuns auraient dit que je viens pour soutenir ces deux candidats parce qu'ils seraient en perte de vie, ce qui est complètement faux. La preuve, vous avez toutes les communautés ici présentes. Est-ce que la présence de toutes les communautés veut dire qu'on est forcément élu dans une élection? Vous êtes le RHDP. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les communautés là, ceux qu'on appelle les représentants des communautés, les chefs de terre, les rois et chefs de terre, ils n'ont malheureusement, ils n'ont aucune marge de manœuvre en termes même d'expression. C'est le parti d'État. Un parti d'État, chez nous, malheureusement, quand on dit on manque d'éducation, si moi aujourd'hui, Insa Atomblan, j'ai le parti fort en Côte d'Ivoire, je détiens le pouvoir d'État, quand je vais me déplacer, même dans le Nord, je vous dis, même dans le Nord, et pourquoi j'ai dit même dans le Nord, si c'était un bastion de Ouattara, les chefs se déplaceront pour venir me voir. C'est naturel. Ils se déplaceront pour venir me voir. Pas parce qu'ils m'apprécient, parce qu'ils vont entendre que c'est le chef. Il y a une chambre des rois. Il y a une chambre des rois et chefs traditionnels, non? Normalement. Et on leur dit, en plus, qu'ils doivent avoir un droit de réserve. Mais ils vont se déplacer parce qu'on dit je suis le chef. Vous avez déjà vu un chef traditionnel parler du deuxième mandat ou du troisième mandat? Souvent même, quand il y avait un débat en 2020 sur le troisième mandat, des chefs d'État se sont déplacés en personne. Ils sont allés s'asseoir devant Ouattara pour dire il faut te présenter encore. Nos chefs traditionnels, malheureusement, il y a des cadres qui deviennent chefs traditionnels, mais je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Rappelez-vous de mon interview que j'ai eue avec Tidjane Thiam. Il a dit quelque chose. Il a parlé en fait du complexe colonial. Mais moi, j'étais surpris que cela vienne de Tidjane Thiam, parce qu'on sait que le PDCI RDA est beaucoup porté aussi sur ces choses-là. Mais il a parlé de cela en évoquant Péchou à l'époque. Il a dit que c'est un complexe colonial que l'on a et que les chefs traditionnels ont. C'est M. Tidjane Thiam qui l'a dit. Allez regarder l'interview, elle est accessible. Je lui ai posé la question, mais pourquoi nos chefs traditionnels, comme dans les pays tels qu'au Ghana ou même au Burkina avec le Moro Naba, ne prennent pas, ne participent pas au débat où il y a une situation clé du pays? Il m'a regardé en rigolant. Il m'a dit non, je pense que, à son humble avis, Tidjane l'a dit, c'est un complexe colonial que l'on a eu depuis la colonisation. Le complexe du chef. Donc le chef traditionnel et le roi est assujetti au pouvoir politique. Or, ce sont deux pouvoirs qui sont diamétralement opposés. Et dans ces genres de moments-là, nos chefs traditionnels peuvent prendre ou même tenir des discours qui peuvent apporter une bonne part, d'accord, à l'apaisement. Mais au moment où on les entend jamais. Donc, je vais dire, M. Téné Birahima Ouattara, dans notre réalité à l'ivoirienne, là, la présence de toutes les communautés ne veut pas dire qu'on a forcément remporté une élection. Ça veut absolument rien dire. Parce que ce ne sont pas forcément les représentants des communautés qui vont dans l'isoloir pour voter. Ce sont les habitants. Ceux qui doivent voter, là, c'est eux. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Le chef de communauté peut influencer le vote, malheureusement. Mais le vote ne doit même pas être influencé par ce chef de communauté. C'est le programme de l'individu, celui qui vient donner son offre au marché politique, qui doit influencer les citoyens. C'est quand même dommage. Vous voyez, en fait, comment on est très en retard. Tout cela ne contribue pas au développement. Je suis dans le regret de vous le dire. Tous ces détails ne contribuent aucunement au développement. Ce n'est pas parce qu'on pose une infrastructure qu'on va dire qu'on est développé. Le développement doit se voir dans notre façon de penser de tous les jours. C'est ça le développement. Le développement, ne pensez pas que je vais venir vous mettre une voie là, bitumée là, je vais vous mettre des camions, ça veut dire le développement. Le développement doit se faire même dans notre façon de penser et de nous exprimer et de réfléchir. C'est ça le développement. Un pays qui est développé, quand tu vois l'état de réflexion de ses populations, tu dis, ah ok. Bon, allez, on va y aller. Pour ne pas que je perde le fil. Ici présente, cela veut dire qu'il y a de la vigueur dans leur campagne. Alors, nous sommes là pour nous parler, il faut qu'on se parle sérieusement. Vous savez, maintenant, il y a allô les massans. Il y a le locaux biera. Vous avez entendu? Je ne suis pas contre le parler de nos langues. Je suis même pour l'enseignement aux différentes générations de nos langues. Parce que moi,
Je dis que ce sont nos langues qui font la richesse de notre culture. Il n'est pas dans le Tchologo. Il est à Man. À Man, ceux qui sont majoritaires là-bas, ce sont les Yakuba. S'il veut parler, comme tu aimes tellement Man, il faut parler à Yakuba. Il commence à parler à Malinké, ministre d'État, ministre de la Défense. Allez dans une encyclopédie. Allez dans une encyclopédie. Prenez le dictionnaire ivoirien, l'encyclopédie Côte d'Ivoire. Vous allez voir capitale Yamoussoukro, capitale économique Abidjan, superficie 322 463 km². Langue officielle français. Le Mali, ils ont décidé aujourd'hui que le Bambara soit aussi une langue officielle avec le français. Assimi Goïta, quand il parle souvent dans les interviews 2 fois. Il parle en français et il parle en Bambara. Voici le ministre Téné Birima Ouattara qui parle en présence de toutes les communautés. Je ne pense pas que toutes les communautés comprennent le malinké. Le voilà qui parle ici. Pour Albert Flindé, d'accord, et son ami Mamadou Bamba. J'ai dit en substance, en toute chose, c'est la confiance. Lorsqu'il n'y a plus de confiance, il ne reste plus rien encore. Il traduit maintenant ce qu'il a dit en malinké. D'accord? Il traduit ce qu'il a dit en malinké. Avait-il besoin? Il pourrait parler en français. Il pourrait parler en français. Quand tu es républicain, dans ta région, tu peux. Dans ta région, tu peux parler parce que voilà, dans ta région, dans ta mairie même, si c'est au village, il n'y a pas de mal. Mais tenir un tel discours, l'introduire de cette manière, ça sous-entend quelque chose et c'est une erreur, même moi pour ma part, qu'il a eu à faire. Bon, souvent, j'ai pas envie de dire cette expression, mais bon, libre à lui. Mais écoutez la suite, ce qu'il a dit, c'est ça qui m'intéresse. C'est même pas ce détail, parce que je décortique au fur et à mesure. Je ne voudrais pas aller plus loin. Il parle de la confiance. Il se passe beaucoup de choses. Écoutez. Moi, je suis ministre de la Défense. Et quand je parle en connaissance de cause. Voici le ministre. Écoutez bien. Il dit, lui, il se passe des choses. En tant que ministre de la Défense, lui, il est ministre de la Défense, donc il sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe. Écoutez bien ce qu'il va dire, et c'est intéressant. C'est là le creux, c'est là l'objet de cette petite vidéo analyse que je voulais faire avec vous. On y va. La sécurité qui est assis, lorsqu'il parle en connaissance de cause. On ne peut pas venir. Il pointe Bagondo, qui est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il dit, lui, quand il se passe des choses, en gros, ce sont des personnes qui sont dans le shadow cabinet, c'est-à-dire le cabinet qu'on ne voit pas. Ils sont dans le renseignement, ils ont accès à des choses. Donc ce que les Ivoiriens ignorent là, eux le savent dans le secret. Maintenant il m'a dit pourquoi il dit cette expression. Écoutons. Et un jour dire que c'est vert et puis précipitamment la nuit faire autre chose. On ne peut pas dire le jour que c'est vert et précipitamment la nuit on fait autre chose. Mais de qui parle-t-il? Nous sommes où? À Man. Dans quel contexte précisément? Pourquoi le sort-il? Quel est le lien de ces dires et une campagne pour les législatives? Parle-t-il de Flindé? Parle-t-il de son frère ami Mamadou Bamba? C'est la question qu'il faut se poser. Où veut-il en venir? Écoutons. Il y en a qui sont spécialisés dans ça et on les a démasqués. C'est ça la vérité. Il y en a qui sont spécialisés dans ça. D'accord, d'accord. Il y en a qui sont, il dit il y en a qui sont spécialisés au pluriel et on les a démasqués. Mais de qui parle-t-il? Et les gens tapotent, applaudissent. De qui parle-t-il clairement? Écoutez. Je ne voudrais pas aller plus loin. Ah. Très personnellement, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour la simple raison que nous pensions que nous formions une famille, la famille du RHTP. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre Magri. Franchement, je ne veux pas aller plus loin. Franchement, j'ai de la peine. Franchement, j'ai de la peine. Je pensais que nous formions une famille. Formions une famille. C'est de l'imparfait. Nous formions une famille. Je pensais que nous formions une famille.
Et il donne le parti qui est le RHDP. Donc il ne s'agit pas du PPACI, il ne s'agit pas du PDCI, il ne s'agit pas d'un indépendant. Nous formions une famille qui est le RHDP, le regret, l'amertume. Mais il précède le regret et l'amertume par son poste de ministre de la Défense et il interpelle le ministre de l'Intérieur. Les deux forment, d'accord, ce que j'appelle ce shadow cabinet, qui ont accès, d'accord, à ce dont on ignore. Et il dit, je ne veux pas aller plus loin en rentrant dans les détails, mais il parle d'amertume. De quelle amertume parle-t-il? Écoutons. Et il interpelle Mavri-Toicus. Quand on se dit RHDP, il y a un minimum à respecter. C'est d'abord de participer aux réunions du mouvement politique dont tu te réclames. Donc quand se dit RHDP, il y a des choses dont il faut faire participer aux réunions du parti. C'est M. Téné Birahima Ouattara qui sort, qui nous informe qu'il y a une personne qui ne participe pas aux réunions du parti. De qui parle-t-il? On y va. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre part à toutes les activités de cette formation politique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les élections arrivent, on voit des gens surgir pour dire qu'ils veulent être candidats à leur propre compte, pas au compte du RHDP. Le RHDP a... Ah, donc il s'agit de Sidiki Konaté. Il s'agit de Sidiki Konaté. Parce que Sidiki Konaté était au RHDP et il est candidat indépendant dans la ville de Mans. Donc on nous apprend que Sidiki Konaté est un militant indiscipliné au sein du RHDP. Ça c'est une information, c'est la cuisine interne du RHDP. Mais M. Téné Birahima Ouattara nous fait le scoop. Il nous dit encore que M. Konaté Sidiki, dans la journée, il parle vert et la nuit, il agit d'une certaine manière. Et il dit, il y a des informations que lui et M. d'accord, Bakongo, ministre de l'Intérieur, ne souhaitent pas révéler. Ça veut dire que M. Téné Birahima Ouattara et M. Bakongo ont accès à des informations concernant des hommes politiques. Au-delà de leur famille, ils ont accès à des informations sur des hommes politiques. Or, nous savons très bien que le renseignement et le poste de ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense sont des choses diamétralement opposées. Parce que la justice, d'accord, oui, Vagondo, j'ai dit Vagondo, ministre de l'Intérieur, M. Téné, ministre de la Défense. Autant pour moi, c'est en m'exprimant rapidement. La justice aussi a son rôle. C'est pour cela qu'on parle d'une nomenclature qui est assez organisée. Un ministre ne peut pas être tout puissant et venir se permettre même à s'aimer le doute au sein d'une campagne dans la tête des militants. Parce que cette information, c'est une information qui est la cuisine interne du RHDP. On ne peut pas l'exhiber là. Si M. Sidiki Konaté ne participe pas aux réunions, c'est vous, parti du RHDP, qui devez prendre des décisions. Maintenant, si vous décidez de mettre ces informations-là au public, vous les livrez dans un cadre, mais pas dans un cadre législatif. D'accord? Donc c'est une cuisine interne. Mais on nous fait comprendre que M. Sidiki Konaté est un monsieur indiscipliné, est un monsieur dont ils auraient des informations. C'est lui qui l'a dit. On va écouter la suite aussi. Écoutons. Le RHDP a deux candidats. C'est Momo qui est là. Et ça veut dire dans la première il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle clairement. Alors de grâce, arrêtons de dire de n'importe quoi. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que quand même, nous avons le devoir de protéger la vie des uns et des autres, de protéger la vie des gens. Donc j'aurais pu dire en plus que ça. Alors, il dit nous avons le devoir de protéger la vie des gens. Mais le fait déjà de venir ici, s'aimer le doute dans la tête des gens, qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que les gens penseront clairement? Vous avez à moitié donné la cola, il fallait donner la totalité de la cola, cela nous intéresserait. Moi, à titre personnel, cela nous intéresserait, qu'on puisse mieux comprendre. Mais moi, il y a quelque chose en allant plus loin, que je vais creuser. Parce que Sidiki Konaté, ce personnage-là, ce n'est pas la première fois. Et Sidiki Konaté est la prorogation de quelque chose qui se passe. Il y a des clans au sein du RHDP. Sidiki Konaté est toujours vu comme quelqu'un qui est en lien avec Sorogium. Parce qu'il n'a jamais lié son amitié pour Sorogium au moment où tout le monde jetait à la vindicte populaire Sorogium. Mais loin de là, il a peut-être su le système Alassane Ouattara. Et c'est là que je comprends que M. Téné Birahima Ouattara n'a pas d'amitié pour moi, il n'a jamais eu d'amitié pour Sorogium. Peut-être Sorogium a été, à un moment de l'histoire, il était un élément clé
dans la section au pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, donc ils l'ont fait pour. D'accord? Ils l'ont fait pour. M. Sidiki Konaté n'a jamais craché sur ce lien de respect avec M. Soro Kibafori Guillaume. Donc, il y a une épuration, une machination qui est en train de se faire. Les derniers soroïstes sont rentrés dans les rangs. J'ai vu la vidéo d'un monsieur qui est rentré, qui était quelqu'un qui était aussi un soroïste, c'était M. Zié. Quand il parlait, c'était du docteur Ousmane Chérif. Limite, demander pardon, ne pas nier que nous sommes une famille au RHDP, c'est ce qu'il était en train de dire, et c'est ce qui se passe. Et M. Konaté Sidiki est en train de s'isoler davantage. On a vu M. Tefour Kone aussi. La plupart des soroïstes qui rentrent, d'accord, sont en train de rentrer dans les rangs. Parce que le pouvoir Ouattara durcit. En plus, avec l'avènement de M. Téné Birahima Ouattara, je pense que ça va tourner à un 180 degrés. Donc vous êtes en train de voir la fin, tout simplement, d'un chapitre concernant les soroïstes. Les plus irréductibles soldats de Soro Kibafori Guillaume resteront avec eux. Et ceux qui sont venus peut-être au moment de vache grasse avec Soro Kibafori, vous savez, le pouvoir est quelque chose qui est quand même maléfique, je dirais, et est quelque chose qui ne révèle pas forcément la nature des hommes. Je donnais l'exemple de M. Charles Blé Goudé. Il était au courant de tant de choses, mais il était aux côtés de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi, si lui, il est honnête, il mène un combat, pourquoi, après tant d'injustices, où on l'obligeait de faire une génouflexion devant celui qui portait la voix de cette rébellion, au sorti de cet entretien, n'est pas allé, même à partir d'un courrier, de donner son point de vue et ne plus mener ce combat? Parce que le pouvoir, quand il est là, il rassemble. Et quand on n'est plus au pouvoir, la disette fait déchanter. Et c'est ce dont auquel on assiste. On a eu avec Henri Konan Bédié, faiseur de Patrick Hachi, faiseur de M. Aoussou Jano, faiseur de Mme Goudou Raymond Kofi, faiseur de M. Adjoumani Kobena. Toutes ces personnes, quand le PDCI a commencé à ne plus vivre le parfait amour avec le RHDP, ils ont décidé d'adhérer au RHDP. Vous leur demanderez, ils vous diront que ils ont vu, d'accord, cette aura-là de chef en M. Alassane Dramane Ouattara à la place de M. Henri Konan Bédié. C'est cela la réalité, des hommes sans conviction. Ce sont ceux-là que nous prenons comme modèle, parce qu'ils ont la possibilité de nous faire taire par des policiers, par la justice. Mais au niveau politique, on se pose véritablement des questions. Est-ce que l'éthique, la morale, est quelque chose qui existe véritablement chez nous? À partir du moment où vous n'avez pas d'éthique, de morale, je me pose la question, est-ce que vous pouvez véritablement, en fait, d'accord, développer, est-ce que vous pouvez véritablement être des acteurs majeurs pour vos régions? Parce que la nature de l'homme aussi, d'accord, est ce qui déteint sur sa façon de voir et de faire la politique. Moi, je peux vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Il faut véritablement que le vivier politique en Côte d'Ivoire se renouvelle. Mais il n'y a pas que cela. Il faut que aussi les Ivoiriens, bon, ça sera compliqué parce que nous avons besoin de faire beaucoup de pédagogie en ce qui concerne les Ivoiriens. Je ne suis pas en train de vous dire que la politique est quelque chose d'angélique, est quelque chose d'ecclésiastique, est quelque chose de parfait. La perfection n'existe nulle part. Mais on part à partir de certains principes. À partir d'un moment qu'un ordre est établi, un principe est établi, on peut vivre dans un semblant de monde où il y a des pouvoirs et il y a des contre-pouvoirs. Ce que je vois est plutôt inquiétant. Et les peuples sont en train aujourd'hui d'être là, hagards, assister à quelque chose qui, pour ma part même, va au-delà de ce qu'est le parti unique. Dangereusement, nous sommes dans un esthétisme de pouvoir séparé, de multipartisme, mais nous sommes dans une concentration de pouvoir et une présence d'un parti d'État dont tout le monde se tait, tout le monde est travesti, tout le monde se prostitue et tout le monde est là et y assiste. Et je vous dis, ce genre de fonctionnement ne contribue nullement au développement. Si nous continuons comme ça, la Côte d'Ivoire ne connaîtra même pas la moitié d'un développement. Parce que on peut critiquer, hein, des dictatures, il y en a partout. J'étais sur le panel de Daouda et j'ai posé la question aux gens, vous qui critiquez l'AES, quand vous recevez l'argent, le financement de la Chine, est-ce que, avant d'accepter cet argent, vous permettez, vous, de critiquer la politique chinoise? Parce qu'en Chine, on élimine les gens. En Chine, quand tu détournes, c'est la pendaison. En Chine, il y a un parti fort, qui est le Parti communiste chinois. Est-ce que, avant de recevoir les dons, là, vous donnez des conseils de démocratie à la Chine? Un instant, s'il vous plaît. Hein? Vous avez une certaine aisance de critiquer les pays de l'AES. Mais est-ce que vous critiquez la Chine? Ils disent non, ça n'a rien à voir. Je dis non. Parce que vous avez le complexe. C'est-à-dire certaines dictatures qui passeront plus facilement
à cause de quoi? La couleur de peau, d'accord, et ce que vous voyez d'eux. Mais une dictature reste une dictature. Les pays du Golfe, il y a la dictature. C'est pas parce qu'au Qatar, il y a beaucoup d'argent et autres, mais vous êtes complexé par ça, la couleur de peau. Si vous voulez être vraiment des chantres de la démocratie, critiquez toutes les dictatures qu'il y a dans le monde. Parce que vous voulez tellement rendre ce monde démocratique. C'est de la même manière que nous sommes. On a plus d'aisance à critiquer les plus faibles, d'accord, à critiquer les plus pauvres et à critiquer ceux qui sont à côté de nous. Donc il faut faire très très attention. Alors, je vais finir même sur ce point. J'aurais appris, vous me dites si c'est faux, sur X, qu'Africom a indiqué avoir bombardé des zones où des terreaux étaient au Nigeria. Je vous pose la question. Par la suite, Africom a enlevé son X, son tweet, et c'est Donald Trump qui a donné l'ordre de bombarder des zones où des terreaux étaient au Nigeria. Est-ce vrai ou faux? Je vous pose la question. Est-ce vrai ou faux que les États-Unis, sous l'ordre de M. Donald Trump, disant vouloir défendre les chrétiens, ont demandé à bombarder une zone du Nigeria? Ok. Je vais vous poser une autre question. Avez-vous eu connaissance de la condamnation de la CEDEAO en ce qui concerne ce bombardement des États-Unis sous l'initiative de Donald Trump? Est-ce que la CEDEAO a eu à faire un communiqué? La CEDEAO n'a pas fait de communiqué. La CEDEAO n'a pas... Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Non. Est-ce que la CEDEAO, parce que je ne pense pas que Donald Trump a eu l'autorisation du Nigeria pour le faire. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire intéressant. Donc c'est le Nigeria qui a donné l'autorisation. Attendez. L'armée nigériane a participé à l'offensive. Ok. Alors. Ok, je vais vérifier et puis je vais dire. Il y a d'autres qui nous apportent d'autres trucs ici. C'était une opération conjointe. Ok, attendez. Non, je vais regarder. Et certainement, les gens ont raison. Alors, un instant. Un instant. Ok. Alors, j'ai les informations. Le gouvernement américain a mené des frappes aériennes contre des positions liées à l'État islamique, ISIL au Nigeria, en décembre 2025, sous la direction du président Donald Trump. Sous la direction, d'accord, du président Donald Trump. Toutefois, ce n'était pas une action unilatérale purement de sa propre initiative. Sans accord nigérian, l'opération a été coordonnée avec le gouvernement du Nigeria. C'est la source Radio Lac plus 1. Ce qui s'est passé, parce que j'ai plusieurs sources. Le 25 décembre 2025, l'armée américaine a lancé des frappes aériennes, attaques de missiles contre des camps affiliés à l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. Source Wikipédia. D'accord? Donald Trump a publié une déclaration. Un instant s'il vous plaît.
Je suis en train de lire, attendez. Donald Trump a publié une déclaration affirmant qu'il avait ordonné ces frappes en tant que commandant en chef pour répondre à ce qu'il qualifiait de violence contre des chrétiens. Source Radio Lac. Ok. Les autorités nigérianes ont confirmé que l'opération était réalisée avec leur coopération, fournissant renseignements et consentement. Le gouvernement nigérian a explicitement indiqué qu'il s'agissait d'un effort conjoint contre des groupes terroristes et pas d'une action imposée unilatéralement par les États-Unis. Radio Lac. Contexte plus large. Trump avait auparavant menacé le Nigeria d'une intervention militaire si le pays ne mettait pas fin à ce qu'il décrivait comme persécution de chrétiens par des groupes djihadistes. Ok. Je refais le film. Donald Trump, pour participer avec vous, a-t-il menacé le président nigérian de lui-même faire des attaques contre les djihadistes sur son territoire liés aux persécutions faites aux chrétiens? Oui ou non? Oui ou non? J'attends les réponses. Ok, je vois que oui. Quelle a été la réponse du Nigeria? Écrivez-moi s'il vous plaît, quelle a été la réponse du Nigeria quand le président d'un autre pays dit « Les chrétiens sont persécutés chez toi. Moi, je vais me lever et faire des bombardements sur ton territoire. » Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Et dites-moi, quelle a été la réaction de la CEDEAO? Le débat, il est clos. Et c'est ce que je vous disais. Le débat, il est clos. Donc, pour sauver la face, le Nigeria peut dire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où le mec, il vous dit clairement, vous massacrez des chrétiens dans votre pays, moi, je vais y aller avec mon armée, je vais bombarder, faire ce qu'il faut. Le Nigeria est souverain. Le Nigeria est souverain ou pas? Quand on est souverain, on répond à un chef d'État quand il répond de cette manière. Vous voyez en fait que on ne représente que ça. Rien du tout. On n'est rien dans ce monde. Je discutais avec un ami qui me disait comme ça, si les Blancs là veulent faire l'esclavage comme ils ont fait à nos ancêtres là, ils vont le faire. Ils vont le faire facilement. On n'est rien, on représente rien. Aucune menace dans le monde. On est simplement fort chez nous contre les opposants. On est fort contre ceux qui ne tiennent pas le même langage que ceux qui ont la possession des armes. C'est tout. Sinon, au-delà de notre sphère d'influence là, on n'est rien, absolument rien. Donald Trump ne peut pas faire ça avec l'Inde, ni la Chine ou la Corée du Nord. Mais pourquoi? Parce que les enfants sont formés à être des patriotes. Les enfants sont formés à être des ingénieurs. Les enfants sont formés à rendre fiers leur pays. Les enfants savent comment il faut défendre leur pays. On n'est rien. Donc la CEDEAO, c'est pour opprimer même les peuples. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas pour élever les peuples. La CEDEAO, ce n'est pas contre les coups d'État. La CEDEAO, normalement, c'est pour les peuples. Quand on enferme les gens injustement, quand la justice ne fonctionne pas, quand il y a la corruption, quand il y a la concussion, quand il y a tout ce qu'il y a d'illégal là, ils doivent s'exprimer pour que les peuples disent c'est d'autres choses. C'est une association d'hommes, de fonctionnaires en cravate qui sont payés à des millions et dont on ne voit pas l'effet de leurs millions.
dans nos villages, dans nos assiettes. Point. Donc, Donald Trump, le Nigeria peut dire qu'ils ont apporté du renseignement aux Américains. C'est pas à nous qui vont nous faire croire cela. Si cela vous rassure, je vous repose la question. Quand Donald Trump, il s'est levé un matin en étant sur le bureau ovale, il dit le Nigeria là, je vais l'attaquer. Quelle a été la réponse de Tinubu? Tinubu pouvait dire, nous sommes souverains, nous Nigeria, nous allons nous-mêmes régler notre crise. Et vous pouvez nous consulter, nous. Il n'a pas ouvert sa bouche. Ni la CEDEAO n'a ouvert sa bouche. Et ni vous, les intellectuels, qui voulez répandre la démocratie dans le monde. Vous n'avez pas ouvert votre bouche. Vous êtes passé à autre chose. Pourtant, on a vu le Nigeria, le même Nigeria, réagir du tac au tac pour le Bénin. Donc voilà. Poussez-vous à la réflexion. C'est ça. Nous, là, on ne veut pas être complexé devant Donald Trump. On sait que si on a les mêmes capacités à former nos enfants et à s'unir, nous pouvons regarder les Américains dans les yeux. Rien n'est impossible. Mais c'est vous qui aimez des suiveurs. Et comme vous avez ici votre suffisance à gonfler vos épaules, à menacer vos frères et même vos citoyens qui ne pensent pas comme vous, je me suis dit, est-ce que vous pouviez vous lever pour répondre à Donald Trump? Vous ne l'avez pas fait. Vous préférez choisir d'autres débats pour endormir les masses. Le jour où vous serez efficace, c'est quand vous allez vous faire respecter de cette manière devant Donald Trump. Sinon, pour l'instant, là, j'appelle ça un combat disproportionné. Vous tapez sur les peuples qui ont besoin d'éveil et d'émancipation. Ça, c'est votre rôle. On a l'impression qu'en fait, on vous a redonné le travail de l'esclavagiste ou du colon. Mais vous êtes juste habillé en costume. Vous êtes juste habillé avec des tenues d'apparat. Mais vous n'êtes pas véritablement des chantres de ce qu'on appelle la liberté. Un chantre de la liberté, c'est celui qui est ouvert au débat. Un chantre de la liberté, c'est celui qui écoute les contre-propositions. Ce n'est pas celui qui tape sur son frère, ce n'est pas celui qui l'enferme, ce n'est pas celui qui instrumentalise une justice. Parce que j'ai cru que vous étiez puissant. Mais quand Donald Trump l'ouvre, vous êtes tous terrés dans vos petits trous. On ne vous voit pas. Mesdames et messieurs, je vais terminer avec ça. Et je dis bon vent à tous ceux qui veulent, d'accord, oser, espérer, c'est-à-dire dans les élections, qui veulent croire au changement. Menez votre combat de votre manière. De toute façon, tout combat est azimut. Faites ce que vous pouvez, mais ne fermez jamais votre voix, parce que c'est celle-là qui vous reste. Un jour aussi, nous pourrons nous exprimer comme Donald Trump, quand il y aura des hommes qui ont de la carrure, qui ont de la valeur, qui ont de la volonté, quel que soit le lieu de résidence ou leur situation géographique, auront toujours cette fierté d'être ce qu'ils sont, d'être noirs. Mais pour l'instant, regardons ces chantres de la démocratie à demi-mot, et puis regardons ceux qui combattent d'une certaine manière comme d'une autre. De toute façon, il n'y a pas meilleur combat. Unissons, c'est tout ce que nous demandons. Les États-Unis. Ce sont des États-Unis. C'est tout. Ce n'est pas une CEDEAO. Ce sont des États-Unis. Nous, notre CEDEAO, c'est la commission des hommes en costume qui sont payés à des millions, dont on ne voit jamais le fruit de leur souffrance dans nos assiettes. Donc, les États-Unis. Mais on s'unit comme sur une base saine. Le peuple avant tout. Merci. Et non des hommes en costume. J'ai fini, j'ai terminé. Je pense que je ne vais pas encore prendre de votre temps. Ah, Yazaratou. Je voulais fermer, mais bon, je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il souhaite me dire rapidement? Et puis bon, voilà. Come on, man. Ah oui. Vas-y, prends la parole, je t'écoute. Ben, je vais prendre la parole juste pour te dire joyeux Noël et puis te souhaiter une très bonne fin d'année. Hein. On a passé une année 2025 qui a été très documentée, beaucoup fournie, beaucoup mouvementée. On a travaillé comme on pouvait le faire. On a été en contradiction dans certains moments. Après, on a eu des convergences d'idées. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on est sur la même posture. Moi, aujourd'hui, je suis à fond dans l'AES. D'accord? Voilà, sur la fin de l'année, j'ai pris un peu de recul par rapport à TikTok parce que il y a certaines choses qui ne marchaient plus bien avec ce que je voyais. Donc, j'ai pris du recul. Je suis beaucoup assis sur Facebook, là où on me connaissait, là où on m'a connu. Voilà. Donc, voilà. Par rapport aux législatives, moi j'ai un petit problème parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens, ils ont besoin de culture, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que les législatives. Parce qu'on confond tout. Les gens pensent que le député, son rôle, c'est de développer. Alors, je vais profiter de l'occasion, hein, je te prends juste 2 minutes pour dire une chose vite fait là,
pour dire aux gens que, en fait, les députés, ils sont élus dans une circonscription électorale. Mais une fois élus, ils ne sont plus députés de la circonscription. Ils sont députés de la nation. À partir de ce moment-là, leur rôle, ça consiste non seulement de contrôler l'action du gouvernement, de voter les lois, de voter aussi le budget. D'accord? Et les lois qu'ils prennent, les lois qu'ils proposent et puis qu'ils votent à l'Assemblée nationale sont des lois qui impactent la vie de toute la nation. Le député qui a été élu dans la circonscription de San Pedro, par exemple, les lois qu'il prend, ce n'est pas des lois qui concernent seulement les gens de San Pedro. Les gens de San Pedro vont profiter de ces lois-là. Ils peuvent s'inspirer d'une réalité qui de San Pedro pour pouvoir prendre une loi qui sera à la fin une loi nationale. Donc, le député n'est pas de la région. Il a été élu dans la circonscription parce qu'on est dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que toutes les régions doivent être représentées, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Mais une fois que le député est élu, il n'appartient plus à sa circonscription électorale. Il a un devoir politique, un devoir moral de rendre compte à la population, mais il ne travaille pas pour la population de son département qu'il a élu, il ne travaille pas pour ses électeurs, mais il travaille pour toute la nation de Côte d'Ivoire. Et cette précision-là, elle est importante à être faite. Un député n'est pas un agent de développement comme il est pour les maires et puis les présidents des conseils régionaux. Le député, c'était l'élu de la nation. Le maire, c'était l'élu local. Le président du conseil régional, c'était l'élu local. Ce sont eux qui ont la charge de développer les régions, d'apporter des développements sectoriels, mais des développements endogènes, c'est-à-dire des développements qui correspondent à l'attente de leur population. Et cette information-là, elle est importante d'être donnée aux gens. Les gens ont besoin de comprendre. Moi, j'entends ici, par là, que oui, si vous m'élisez comme député, puisque je rencontre le président Alassane Ouattara tous les jours, on pourra faire le développement de votre région. Non, mais c'est faux, c'est pas le rôle du député. C'est une anarque intellectuelle. C'est une façon de pouvoir nous soumettre encore nous maintenir dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans le dogmatisme politique. Il faut qu'on en sorte. Et nous qui avons peut-être lu un peu, qui comprenons un peu les choses mieux que d'autres personnes, si on arrive sur les réseaux sociaux, il faut qu'on donne cette information-là. Il faut qu'on parle aux gens, il faut que les gens comprennent quel est le rôle du député. Le député ne fait pas de goudron. Le député ne construit pas d'hôpitaux. Le député, il n'a pas en charge de payer les médicaments des gens lorsqu'ils sont malades. Et ça, c'est une très mauvaise habitude que nous avons en Afrique, de dire que oui, le député, il va payer les factures d'urgence, il va payer tout. Non, c'est pas le rôle d'un député. Le député, c'est quelqu'un qui va à l'Assemblée nationale pour pouvoir débattre. Un député, vous devez le lire en fonction de ses compétences, de ses connaissances, de la question politique. Un député, c'est véritablement un homme politique. Il doit être en mesure de pouvoir défendre les idées de son parti politique. Il doit être en mesure de pouvoir être le représentant de sa famille politique à l'Assemblée nationale. La vision que sa famille politique veut, n'est-ce pas, donner à la Côte d'Ivoire, à son pays. C'est ça le rôle du député. Le député n'est pas là pour s'occuper des questions, je veux dire, infrastructurelles. Ce n'est pas le député va par exemple dire que oui, la Côte d'Ivoire, on est arrivé à un niveau où on doit véritablement, je dis n'importe quoi, on doit faire une loi pour interdire le cumul des postes. Voilà. Le député dit, on doit interdire le cumul de postes. Tu es de l'exécutif, tu ne peux plus être comment on appelle ça, tu ne peux plus être du législatif parce qu'on a séparation des pouvoirs. Le député, il établit ses règles-là de façon ferme. Et quand il établit ces règles-là, elles sont autant valables pour les futurs candidats de son département, mais elles sont valables pour toute la Côte d'Ivoire. Les députés vont dire par exemple que pour avoir une terre, pour être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Oui, c'est ce qu'ils ont fait parce qu'en 1998, il y a eu un problème sur le foncier ivoirien. Et la question, il y a eu des députés qui ont fait des tournées à travers toute la Côte d'Ivoire. Et à l'issue de cette tournée-là, il y avait la question qui était posée, c'est de savoir, est-ce que la terre appartient à la communauté villageoise ou la terre appartient à l'État? Parce que si la terre appartient à la communauté villageoise,
la question se pose autrement. Mais si la terre appartient à l'État, la solution aussi elle est autre. Donc, on a trouvé un juste milieu pour que désormais on dise que l'État a un droit de regard sur les terres villageoises, d'accord? Mais le lignage, les propriétaires terriens, ils ne sont pas éloignés, ils ne sont pas donc dégagés de la propriété. Et la solution qui avait été trouvée, c'était que parce qu'il y a eu des problèmes, mais par exemple, je pose la question, je donne un problème, la question des baoulés. Les baoulés qui sont dans les régions forestières. Voilà. Les gens avaient des problèmes sérieux avec ces gens-là. Est-ce qu'il fallait les chasser? Il faut que les baoulés... On dit non. La solution a été trouvée que le baoulé étant ivoirien, il a le droit d'avoir de la terre sur toute l'étendue du territoire ivoirien. D'accord? Donc si tu es ivoirien, tu peux avoir de la terre à San Pedro, tu peux avoir la terre à Zougoubé. D'accord? Mais on a vu que la réciproque n'est pas valable. On a vu par exemple que les gens ils ne sont pas capables d'avoir des terrains dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais la loi est là, on n'interdit personne d'aller chercher de la terre au nord de la Côte d'Ivoire. Si vous le faites, que ça ne marche pas, on vous dit que non, vous n'êtes pas de la région, que vous ne pouvez pas l'avoir, ça va poser un autre nom. En fait, c'est le rôle du député de pouvoir établir les règles d'une vie en société cohérente. Mais le rôle du député, ce n'est pas d'acheter les maillots, ce n'est pas d'organiser les tournois, les maracanats, tout, c'est pas le rôle du député. Il faut qu'on le comprenne et il faut que nous qui pouvons l'expliquer aux gens, on puisse avoir, n'est-ce pas, les éléments de langage pour l'expliquer sans toutefois frustrer ceux qui ne le comprennent pas parce que les gens aussi ils ont le droit à l'ignorance. Merci beaucoup frère. Et puis je ne peux pas clore mon speech sans dire un gros bonjour à Eo Kofi. Je lui souhaite une très belle fête de fin d'année, surtout un bon réveillon du 30e. Je ne manquerai pas de dire. Et puis je lui souhaite d'être beaucoup plus heureuse. En tout cas, merci beaucoup petit frère. Prenez soin de vous, tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui sont là, qui ont écouté Nsan, ceux qui ont aimé, qui ont découvert Nsan cette année ou l'année dernière, continuez de l'apprécier, apportez-lui votre soutien. C'est un jeune qui est très intelligent. Il est déjà très brillant sur les chaînes de télévision. Il va continuer à faire des merveilles et tout ça. Et puis bon voilà, continuons, apportons-lui nos énergies positives, voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci, et puis on se dit à plus tard, allons supporter le Mali parce que le Mali... Ah, oui, ça va me tuer. Il paraît qu'il finit sa beauté, allons supporter le Mali. C'est la... Allons supporter le Mali. Bon, c'est assez ça à dire. Bon, merci à tout le monde. J'ai vu pas mal de demandes, mais écoutez, je vais faire un panel plus intéressant après les législatives, où on aura en fait le temps de vraiment analyser, décortiquer tout cela. Mais je pense qu'on va mettre un terme à ce live-là. J'ai vu pas mal de demandes et tout, et puis je suis désolé, hein, d'accord, j'ai vu les demandes, j'ai vu même Laure qui voulait réagir, mais ça sera next time, d'accord. On va remettre ça après les législatives. Mais merci pour tous ceux qui étaient présents et avec beaucoup d'attention vous avez participé et autres, d'accord, on est ensemble.